Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans ce nouvel épisode de One Pieceology, la série de vidéos durant laquelle vous m'accompagnez durant ma relecture ou ma redécouverte des arcs de One Piece. Aujourd'hui pour ce 17e épisode, on va donc s'attaquer au 17e arc de One Piece, le bien nommé arc post-Enies Lobby, qui s'étend du chapitre 431 au 441. Alors j'imagine sans aucun mal que certains d'entre vous vont remettre en question l'idée de consacrer un épisode entier à ce qui est finalement que l'épilogue des événements de Water 7 et d'Enies Lobby. Mais je ne fais que suivre la classification qu'on peut trouver, la classification des arcs, que l'on peut trouver sur la page wiki One Piece Encyclopédie. Donc c'est pas ma faute. Oui. Puis ça permet aussi de faire un épisode un poil plus léger juste avant d'attaquer Thriller Bark. Suite à la bataille d'Enies Lobby, l'équipage du chapeau de paille, victorieux, réussit à prendre la fuite mais ont malheureusement perdu le Going Merry venu à leur secours dans leur course folle. De retour à Water 7, ils reçoivent une visite surprise. Monkey D. Garp, le grand-père de Luffy et vice-amiral de la marine. De son côté, Franky leur construit un nouveau navire pour remplacer le Going Merry, le Thousand Sunny, capable de naviguer jusqu'au bout du monde. Franky rejoindra d'ailleurs par la même occasion l'équipage en tant que charpentier. En parallèle, nous revoyons d'anciens lieux et personnages rencontrés dans le passé par l'équipage de Luffy qui réagissent au nouveau statut de ces derniers. On assiste également à la rencontre entre Shanks le Roux et Barbe Blanche, et enfin nous sommes témoins de l'affrontement entre Portgas D. Ace et Marshall D. Teach, aka Barbe Noire sur l'île de Banaro, affrontement qui sera le point de départ d'un événement qui restera longtemps dans les mémoires. En gros, c'est ça l'histoire. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, comme d'habitude, je trouve qu'Oda se débrouille vraiment très bien en matière d'épilogue. Il parvient très bien à resituer les personnages, leur évolution et ce qu'ils ont appris au cours de l'aventure qu'ils viennent de vivre, tout en apportant des éléments nouveaux qui posent les bases pour la suite de l'aventure. Et tout ça s'est fait de manière fluide et ludique, et on va voir ça un peu plus en détail dans le reste de cette vidéo. Le vice-amiral Garp. Alors que nos héros se reposent de la bataille et qu'ils sont enfin bien accueillis par les habitants de Water 7, un vaisseau de la marine débarque avec à son bord le vice-amiral Garp, qui débarque en trombe là où crèchent les chapeaux de paille et fout direct une branlée à Luffy. Avant que ce dernier nous révèle qu'il s'agit de son grand-père, Monkey D. Garp. C'est l'occasion de nous révéler une partie du passé de Luffy, notamment sur sa famille. On apprend qu'il est le petit-fils de Garp, un héros de la marine, et le fils de Monkey D. Dragon, le chef de l'armée révolutionnaire. Et on apprend aussi que Shanks le Roux est l'un des 4 empereurs, les 4 plus puissants pirates qui règnent sur la seconde moitié de Grand Line. Oda use ici d'un cliché, d'un trope, d'une tradition du shonen dit neketsuesque, t'appelles ça comme tu veux. Oda donne ici à son héros une ascendance mythique. Dans les shonen du genre et plus largement dans les récits de type quête du héros, le héros est souvent un pseudo-orphelin dont les parents, ou en tout cas les figures paternelles de substitution, ont toujours une aura mythique. C'est-à-dire que ce sont des personnages qui ont accompli des choses légendaires, qui ont un statut presque légendaire. Le héros devient alors l'héritier d'une certaine grandeur auprès de laquelle il va devoir se montrer digne pour égaler, voire même dépasser l'aura mystique de ses aïeux. Exemple, Luke Skywalker, pour triompher de Palpatine, va devoir dépasser à la fois Obi-Wan, Yoda et Anakin Skywalker. Bien évidemment. Harry Potter, c'est pareil, Harry Potter, pour vaincre Voldemort, va devoir dépasser d'une certaine façon ses parents ainsi que Dumbledore. Et c'est pareil dans Naruto, Naruto va devoir dépasser Jiraiya et Minato et tous les professeurs qu'il a eu pour accomplir sa destinée. Bref, t'as compris l'idée. D'ailleurs de tout ça, j'en parle plus longuement dans mon livre Manga Story, qui passe en revue les différents archétypes et codes du shonen neketsuesque. Disponible en librairie, le lien est dans la description. Oui. Et pour le personnage de Luffy, c'est exactement le même délire. Et je trouve que c'est très malin de la part d'Oda d'introduire l'ascendance mythique de Luffy à ce moment précis de l'histoire. Nous en avons parlé dans l'épisode précédent, la bataille d'Enies Lobby avait une vibe d'arc final de manga. Et dans un sens, il s'agissait bien ici d'un arc final. Enies Lobby marque la fin d'une ère dans One Piece, ou en tout cas le début de la fin d'une ère dans One Piece, parce que la vraie fin de cette ère, c'est Marineford en fait, mais bon. Bref, on a cette impression de fin parce que durant Enies Lobby, on ressent très clairement que Luffy
Luffy et son équipage changent de statut de manière radicale. Ils passent de gentils pirates qui vivent des aventures random à fuck le gouvernement mondial, qui est présenté comme le grand méchant de One Piece. Et ils sortent vainqueurs de cette confrontation. Certes, Luffy ne devient pas le roi des pirates, mais nous avons quand même un fort sentiment d'accomplissement à la fin de l'arc. On se dit, ça y est, il pèse dans le game de ouf. C'est là que Garp débarque et fait redescendre tout le monde d'un étage, notamment Luffy. Ou en tout cas notre perception de Luffy. Il nous dit qu'il est le petit-fils d'un des plus grands héros de la marine, le fils du plus grand ennemi du gouvernement et le fils spirituel d'un des plus grands pirates au monde. Luffy vient de réaliser une prouesse, mais cette prouesse reste dérisoire au regard de son ascendance mythique. Oda nous dit subtilement, c'est bien, tu as fait du chemin Luffy, mais tu as encore un très long chemin à faire. Là, t'as juste gagné le droit de prétendre à la grandeur, maintenant va falloir aller la chercher. Cette séquence avec Garp marque aussi le retour de personnages issus de tout début des aventures de Luffy, je parle bien sûr d'Hermep et Koby. Qui sont devenus de fiers soldats de la marine, entraînés par Garp et qui sont capables d'utiliser au moins quelques techniques du CP9. Koby et Hermep servent aussi de témoins du temps qui a passé et du chemin parcouru, mais montrent aussi à Luffy que si lui a évolué et pris du galon, les gens qu'il a laissés derrière lui aussi, et il ne doit pas se reposer sur ses lauriers s'il ne veut pas se faire dépasser. Tu ajoutes à ça les nouvelles primes et nous avons précisément ce que je disais en début de vidéo. On resitue les personnages, leur évolution et on pose les bases pour la suite. Le retour d'Usopp. Le retour d'Usopp est un événement très important de cet épilogue. Il s'agit de la véritable résolution définitive de ce qu'on avait appelé dans l'épisode sur Water 7 la crise du Going Merry, à l'issue de laquelle Usopp avait quitté l'équipage des chapeaux de paille. Le moment le plus intéressant selon moi se déroule durant un flashback, au cours duquel Sanji apprend au reste de l'équipe qu'Usopp a l'intention de revenir dans l'équipage officiellement. Il le sait car il l'a vu s'exercer en vue de son retour. En entendant ça, Luffy, Nami et Chopper sont heureux qu'Usopp revienne, et sont sur le point d'aller le chercher. C'est là que Zoro met le holà. Hors de question qu'on aille le chercher, c'est lui qui doit venir vers nous. Il a défié Luffy, a perdu et a quitté l'équipage de son plein gré. S'il ne nous présente pas des excuses et fait comme s'il ne s'était rien passé, hors de question qu'il revienne. Zoro est dans son rôle de second, il sert de garde-fou à Luffy qui a trop tendance à faire le zouave tout le temps. Autant le gars est un solide capitaine quand faut protéger ses potes et taper des méchants, autant en termes de management et de leadership il pue un peu la merde. Il semble très mal gérer les conflits internes, il oublie qu'avant d'être l'ami de ses Nakama, il est avant tout leur capitaine. C'est un rôle qui implique des responsabilités, une ligne de conduite et celle-ci implique parfois de prendre des décisions à contre-cœur. Et un capitaine qui revient sur sa parole ou qui fait preuve de faiblesse, c'est un équipage destiné à échouer. Cette scène avec Zoro, qui s'énerve vraiment, chose assez rare, en dehors des disputes avec Sanji, nous montre que les chapeaux de paille et surtout Luffy ont, l'espace d'un instant, oublié les leçons apprises lors de la crise du Going Merry et du reste de leur aventure. Mais Luffy se reprend assez rapidement, et heureusement. Et la scène du retour d'Usopp est stylée, le Thousand Sunny s'éloigne en affrontant Garp, il les appelle, Luffy et Zoro font « j'entends rien », puis Usopp finit par craquer et hurler qu'il est désolé. Grosse chialade, c'est beau. L'équipage s'était déchiré sur l'ancien navire et se retrouve sur le nouveau. On reste dans ce que je disais dans l'épisode précédent, la mort de Merry et la naissance du Sunny symbolisent en quelque sorte la renaissance de l'équipage des chapeaux de paille, qui sont à présent plus solides et forts que jamais. Franky rejoint l'équipage. Autre élément important de cet épilogue, c'est bien évidemment l'incorporation de Franky le charpentier à l'équipage des chapeaux de paille. Conclusion tout à fait logique qui font suite aux événements très importants de la saga de Water 7. Ce que je trouve intéressant dans cette conclusion, dans ce changement de vie de Franky, c'est qu'on peut faire comme l'on avait déjà fait lors de l'épisode de Water 7. On peut mettre le parcours de Franky en parallèle avec le parcours de Robin, qui pour le coup d'ailleurs rejoint elle aussi de nouveau la bande. Elle a d'ailleurs une scène avec Aokiji à ce propos. Robin a passé sa vie à fuir et à se dissimuler et à trahir les autres avant qu'ils ne la trahissent. On a vu dans l'épisode précédent qu'il s'agit d'un mécanisme de défense parce que ce que Robin craint plus que tout, c'est le rejet et l'abandon. Chose qu'elle partage selon moi avec Franky. Je rappelle qu'il a été abandonné par ses parents pirates et que lorsqu'il était encore Cutie Flame, les habitants de Water 7 l'ont rejeté en lui mettant la mort de Tom sur le dos. Franky, pour affronter cette peur du rejet, a tout d'abord décidé de se réinventer littéralement en devenant Franky. Et au lieu de fuir, se cacher, trahir et se condamner à la solitude, il a choisi de recueillir, de rassembler les gens de Water 7 qui sont aussi rejetés que lui, ce qui a donné naissance à la Franky Family. Franky rêve de faire le tour du monde sur le bateau pirate de rêve qu'il a construit, mais tente de renoncer à ce rêve car il refuse de quitter la Franky Family et Water 7, parce qu'il a peur que les membres de la Franky Family se sentent abandonnés et rejetés par lui.
Et il refuse de faire subir ça à quelqu'un qu'il aime. Mais poussé par la Frankie Family et les habitants de Water 7, il finit par embrasser son rêve, et ça aussi, c'est beau. Rêve qui s'aligne d'ailleurs parfaitement avec celui de Luffy, ça tombe bien. La question maintenant c'est de savoir comment le personnage de Frankie va s'intégrer dans l'équipage des chapeaux de paille et quelle dynamique il va entretenir avec eux. Alors on avait déjà eu un aperçu de cette dynamique lors des événements de la saga Water 7 et des événements qui se sont déroulés à Enies Lobby, mais c'était plus situationnel qu'autre chose. Là maintenant je suis curieux de voir, ou plutôt de revoir, comment le personnage va s'intégrer à la dynamique de l'équipage au quotidien dans une aventure qui le concernerait pas directement, si tu vois ce que je veux dire. Oui, nous en reparlerons très certainement à l'avenir. La bataille de l'île de Banaro. Ce petit arc se conclut par un affrontement qui sera le déclencheur d'un événement qui marquera l'histoire à jamais et qui fera trembler le monde sur ses fondations. Je parle bien sûr du combat entre Marshall dit Teach dit Barbe Noire et Portcaz dit Ace au point ardent sur l'île de Banaro. Mais je dois aussi revenir légèrement en arrière dans la chronologie parce qu'il y a un événement dont je n'ai pas parlé encore dans cette vidéo, c'est l'entrevue entre Shanks le Roux et Barbe Blanche. Rencontre qui avait d'ailleurs été teasée dans le tome 25, et ça se réalise exactement 20 tomes plus tard, ce qui correspond en temps réel à 3-4 ans de publication. Comme quoi vraiment, hein, pour suivre One Piece, faut être déter. D'ailleurs, vu qu'on parle de ça, on sait que Ace était parti à la poursuite d'un traître depuis le tome 18. Je veux dire, waouh, quand même. Bref, cette rencontre au sommet entre deux empereurs sert à faire monter la sauce autour de Barbe Noire. Shanks, qui on l'apprend réellement dans cet arc est en fait un pur crack puissant de chez balèze, dit que Ace, qui est aussi balèze, est en danger s'il va affronter Barbe Noire. Et en plus, on apprend que c'est Barbe Noire qui a balafré Shanks. Il y a clairement un truc qui pue du cul avec ce perso. Hélas, l'investissement de Shanks ne trouvera pas d'écho et Ace combattra bel et bien Barbe Noire. Oda nous révèle donc que Barbe Noire a buté un lieutenant de Barbe Blanche pour s'accaparer le fruit qu'il convoitait depuis toujours, le fruit des ténèbres, supposément le plus puissant des fruits du démon. Un fruit qui lui permet d'émettre de la matière noire et d'absorber l'environnement comme un trou noir. Il lui permet aussi d'attirer à lui les pouvoirs des autres fruits du démon, ce qui lui donne un avantage non négligeable face à Ace. Bon, on peut voir une symbolique évidente avec le pouvoir de Teach. Son pouvoir de tout engloutir est sans doute le reflet de son avarice et de son ambition sans borne. Ce passage globalement reste dans la même vibe, dans le même esprit de la partie qu'on a parlé au début avec Garp. C'est-à-dire qu'on étend l'univers tout en nous montrant que les exploits de Luffy, bien qu'impressionnants, sont quand même plus ou moins dérisoires en comparaison de ce qu'il se passe en parallèle dans le monde des pirates qui pèsent vraiment dans le game. Et surtout, on nous confirme, on nous informe que Luffy n'est pas le seul pirate avec le vent en poupe. Il n'est pas le seul à prendre du galon, c'est aussi le cas de Barbe Noire qui est selon moi très clairement le rival de Luffy. Et ça j'en avais déjà parlé au moment de l'arc Jaya. Et je trouve la façon de faire d'Oda pour raconter cette rivalité super intéressante. Parce que les deux persos se sont à peine croisés, ils sont rivaux mais ils ne le savent pas encore. Le seul moment où ça comptera vraiment, ce sera quand ils auront tous les deux suffisamment évolué dans la piraterie. Ce sera le moment où ils seront tous les deux sur le point de devenir des rois des pirates. Ça deviendra clair qu'à la fin que leurs parcours se font en parallèle. C'est plutôt original comme approche. Luffy gagne du galon en faisant des coups d'éclat spectaculaires tandis que Teach évolue que dans l'ombre, en faisant des coups de pute et sans trop se faire remarquer. D'ailleurs, plutôt que de défier le gouvernement, il essaye d'entrer dans ses bonnes grâces en essayant de devenir l'un des Shichibukai, ce qu'on avait vu lors de l'arc de Jaya. Bon, sinon, bien évidemment que Ace pète le flow, mais bon, j'allais pas faire 36 000 pages de texte pour dire putain comment il est stylé Ace. Il est stylé Ace, voilà c'est tout. On reparlera plus longuement de Ace dans la suite des épisodes de One Pieceology, mais en attendant, on va se préparer pour affronter l'arc de Thriller Bark. A bientôt dans One Pieceology. Pouce bleu, abonnement, oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.